¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva escala clásica. Como pueden ver, seguimos recorriendo este hermoso museo, cito, en la ciudad de Solló, que es el Museo de l'Aventure Peugeot. Y estamos justamente en uno de los sectores que a mí por lo menos más me gusta, que es el sector de la competición, donde encontramos autos de las distintas categorías en las que ha participado a lo largo de toda su trayectoria y todo su historial deportivo, la marca de León. Aquí a mi lado tenemos una pieza inconfundible, que es uno de los dos autos que compitieron en la trepada de Pikes Peak. Este no es el auto ganador, pero es el auto del compañero de equipo. Pero una de las cosas interesantes que encontramos en este sector es que los autos no están restaurados, están mantenidos tal cual se dejaron de utilizar una vez terminada la competencia. Entonces vamos a encontrar autos que están golpeados, chocados, con pintura gastada, con rastros, por ejemplo, en la fibra de carbono, de algún toquecito, de algún raspón, que los hace súper originales. Así que bueno, sigamos recorriendo, tenemos muchísimo más para mostrarles. Esta es una parte y seguimos de la mano de Hervé, que es el curador y director del museo, que sabe muchísimo, un apasionado de la marca de León, que nos sigue brindando su tiempo para dedicarnos esta exclusivísima visita guiada para Escala Clásica. Alors nous arrivons ici dans la période de 1919 à 1935, fin de cette période, puisque là on est en 1928-29. À cette période, Robert Peugeot choisit de réorganiser totalement la production des automobiles, passant enfin à la fabrication de très grandes séries. Exit les petits modèles ou les gros modèles qui sont faits en petites séries. Maintenant on va fabriquer en très grande série, on va jouer dans la cour des grands. Et le premier modèle qui va sortir de Sochaux, puisqu'on en profite pour réorganiser totalement Sochaux, créer ce qu'on appelle le Grand Sochaux, eh bien ce sera le projet de la 201. La 201, c'est également la première voiture à avoir cette fameuse numérotation Peugeot, avec le premier chiffre, le 2, qui correspond à la taille de la voiture. Une 201, c'est plus petit qu'une 301, qui elle-même est plus petite que la 401. Qui elle-même est plus petite que la grande 601 qui est là-bas au fond. Le dernier chiffre, le 1, c'est pour la génération de la voiture. Autrement dit, 201, c'est la première génération des voitures de taille 2. Aujourd'hui, nous vendons les 208. Et les 208, c'est la 8e génération des voitures de taille 2. Autrement dit, celle-ci, 201, c'est l'arrière-grand-mère de 208. En France, le 0, il y a une légende urbaine qui dit que le 0, c'est pour faire passer le trou de la manivelle. C'est faux, c'est une légende urbaine. On voit bien que sur les premiers modèles, le 0 est en haut et le trou de manivelle est bien en bas de la calandre. C'est une affaire de style, ça viendra plus tard. Mais en France, on croit que ça vient de là. En fait, le 0, c'est une alliance, comme l'anneau qu'on a à la main. C'est ce qui lie la taille à la génération. Ce n'est pas un trou de manivelle. À cette époque, chez Peugeot, va naître également le style Peugeot. Fini les voitures basiques et standards comme tout le monde. Le style Peugeot apparaît et Henri Thomas va créer les prémices de ce qui deviendra la ligne en fuseau de Sochaux. La calandre apparaît, très longue, très avancée, qui part en pointe vers l'avant. La tête de lion s'incruste dans la calandre. La voiture devient de plus en plus fuselée et les ailes englobent totalement les roues. À cette période et avec ces voitures, Peugeot va survoler les concours d'élégance. Alors un concours d'élégance, à l'époque, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une dame, une femme, qui va présenter une voiture avec... Alors, elle présente la voiture avec une robe assortie à la couleur de la voiture, le chapeau assorti à la robe et à la voiture, mais en taille également. Si vous présentez une 201, la dame a un petit chapeau. Si vous présentez une 601, elle a un chapeau avec des bords très larges. Elle va également présenter le tout avec un petit sac à main. Alors, petit sac
pour une petite voiture, grand sac pour une grande voiture, les chaussures qui vont également dans les mêmes teintes, et dernier élément, le chien. Le chien fait également partie du concours d'élégance, et une dame qui présente une 201 aura un Yorkshire ou un Fox Terrier. Une dame qui va présenter une 601 va avoir un Dalmatien ou un Doberman. Donc vraiment, tout est associé, et les dames vont présenter ces voitures et remporter la plupart des concours d'élégance. D'ailleurs, Miss Tinguette, la célèbre femme du music-hall parisien, roulera en 401 Peugeot. Peugeot invente les coupés cabriolets à toit rigide dans les années 1930. Tout vient de l'invention d'un certain monsieur Paulin. Alors, monsieur Paulin, il a un coupé, mais il veut un cabriolet. Un jour, ça l'énerve, il coupe le toit de sa voiture et il va surtout inventer un système qui permet, avec un moteur électrique, de pouvoir ouvrir le coffre, basculer le toit à l'arrière et refermer le coffre. Et si on reste appuyé sur le bouton, ça fait l'effet inverse. On referme, on rouvre et on referme la voiture. Donc on voit que ces voitures vont être créées dans les années 30. Les premiers coupés cabriolets à toit rigide du monde sont inventés pour Peugeot dans les années 30. Ici, vous avez une 401 qui est totalement fermée. Juste là, vous avez une 601 qui commence à s'ouvrir. Donc on voit le mécanisme, on voit le coffre qui s'ouvre, on voit le toit qui commence à partir à l'arrière. Et la troisième voiture, la 402, eh bien, elle est totalement ouverte, alors que son toit rigide est dans le coffre. Donc ce sont les vrais premiers coupés cabriolets à toit rigide du monde. Bien à côté, vous avez une autre voiture très rare, c'est ce qu'on appelle un roadster. Les roadsters, c'est les voitures dont on bascule le pare-brise à l'avant pour pouvoir conduire les cheveux au vent. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on va avoir des pénuries d'essence. Donc on adapte des systèmes qu'on appelle à gazogène. Le gazogène, c'est on va brûler du bois ou du charbon à l'arrière, on force une mauvaise combustion, on va obtenir du monoxyde de carbone, et ce monoxyde de carbone, qui est un gaz explosif, on l'injecte en lieu et place de l'essence dans le moteur. Ça marche, mais c'est très polluant. Et avec une charge de bois ou de charbon, on ne fait que 70 km. Donc il faut un grand coffre pour mettre du bois ou du charbon. Pendant cette période, Peugeot propose sa première voiture électrique, la VLV, véhicule léger de ville. Et cette petite voiturette électrique, eh bien, elle est fabriquée à 377 exemplaires pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un moyen simple de pouvoir se déplacer en ville, puisque celle-ci a une autonomie d'environ 70 km et on peut rouler à 37 km/h de vitesse maximum. Le soir, on arrive à la maison, on la branche dans le mur, à l'électricité normale, elle se recharge, le lendemain matin, elle est prête.